Le duc de Bourgogne avait fait d'avance préparer son hôtel d'Artois et arriva à Paris, où il n'était pas venu depuis 26 ans. Le roi avait couché ce jour-là à Saint-Denis et il y avait fait célébrer un service pour la mémoire de son père. Ce fut de là qu'il partit avec son cortège pour entrer dans la ville. Le duc Philippe, monsieur de Charolais et tous les seigneurs de la cour de Bourgogne étaient venus au-devant de lui. Les magistrats et le corps de la ville lui apportèrent les clés de la ville, à la porte Saint-Denis par où il devait faire son entrée. Le cortège du roi était nombreux. On disait qu'il avait avec lui 12 000 chevaux. Il était vêtu d'une robe blanche de satin, d'un pourpoint cramoisi et d'un chaperon découpé. Il était monté sur un cheval blanc, signe de souveraineté. Les échevins portaient un dais au-dessus de sa tête. À 10 pieds derrière le roi marchait le duc de Bourgogne, éclatant entre tous par la magnificence de son vêtement et du harnachement de son cheval. La selle de son cheval et le chanfrein étaient ornés de diamants, ses habits en étaient brodés. On remarquait surtout la bourse qui pendait à sa ceinture et qui semblait toute tissue de pierreries. Enfin, on estima qu'il avait sur lui pour 1 million de joyaux. Parmi ceux qui étaient présents, beaucoup étaient inquiets, ne sachant pas ce qui allait leur arriver, comment le roi les traiterait et s'il les conserverait dans leurs offices. Le vieux duc d'Orléans n'aurait pu suivre à cheval. Il était à une fenêtre pour voir passer le cortège. Il y eut dans toutes les rues de belles représentations et des mystères. Lorsqu'on passa devant les halles, on entendit un boucher s'écrier à haute voix « Ô franc et noble duc de Bourgogne, soyez le bienvenu dans la ville de Paris. Il y a longtemps que vous n'y étiez venu, bien que vous y fussiez fort désiré. » Le roi se rendit à Notre-Dame. Il y descendit pour adorer les reliques et prêter le serment accoutumé entre les mains de l'évêque, fit quelques chevaliers puis alla dîner au palais. Le lendemain, il s'en vint dans son hôtel, et comme il passait dans la rue Saint-Antoine, ayant près de lui le duc de Bourgogne, il y eut encore un boucher qui cria « Noble duc de Bourgogne, nous devons vous aimer beaucoup car vous nous avez bien gardé notre roi. » Jamais en aucun temps on n'avait vu une telle affluence de monde à Paris. Des provinces les plus éloignées arrivaient une foule de gens pour demander des faveurs et des emplois. Il régnait alors une grande avarice, et chacun voulait avoir sa part de tout l'argent qui se levait sur le royaume. Ceux qui avaient obtenu des offices sous le feu roi accouraient pour qu'on ne les leur ôtât point. Il en venait encore bien plus pour solliciter auprès du roi nouveau, se plaindre qu'on leur avait fait injustice, en demander réparation et accuser les conseillers du règne précédent d'autant plus forts qu'ils étaient maintenant en disgrâce. Enfin, la multitude des demandeurs et des curieux était si grande que, selon le bruit public, il y avait à Paris 500 000 étrangers. Au milieu de cette foule de princes et de seigneurs, le duc Philippe tenait en son hôtel d'Artois un état qui émerveillait tout le monde. Quand il allait visiter les églises, sa suite n'était jamais de moins que 80 ou 100 chevaliers, parmi lesquels étaient des princes, des ducs, des grands seigneurs. Ses archers étaient richement équipés. Pour lui, il mettait chaque jour quelques joyaux différents. Tantôt une ceinture de diamants, tantôt un rosaire de pierres précieuses, d'autres fois un bonnet ou une aumus qui en était tout brodé. Le peuple de Paris, qui avait vu bien des princes et qui ne se dérangeait pas toujours pour les voir passer, courait dans les rues pour regarder le duc de Bourgogne chaque fois qu'il sortait. Son hôtel n'était pas une moindre curiosité. On y venait de toutes parts pour en admirer les magnificences. Il avait fait venir les plus belles tapisseries d'Arras rehaussées de soie, d'argent et d'or. On admirait surtout celles qui représentaient l'histoire de Gédéon. Il l'avait fait faire en l'honneur de la toison d'or, car il disait parfois que c'était de Gédéon qu'il avait pris l'idée de son ordre, et non de Jason qui n'avait point gardé sa foi. Son buffet était une merveille. Les gradins en étaient couverts de la plus riche vaisselle d'or et d'argent qu'il y eût au monde. À chaque coin était une corne de licorne. On n'en connaissait qu'une en France, qu'un roi avait donnée au trésor de Saint-Denis, encore était-elle fort petite. Il avait fait dresser dans son jardin un pavillon qui était en velours doublé de soie, brodé partout de feuilles et d'étincelles d'or avec les armoiries de toutes ses seigneuries. Il y donna de grands festins aux princes, aux princesses, aux seigneurs et aux dames. Il y invita même parfois les plus notables bourgeoises de la ville. En une telle occasion, on avait garde d'oublier les joutes. Il y en eut de fort belles. Le comte de Charolais, le bâtard de Bourgogne, en sauta une contre tout venant. Le roi Louis n'imitait en rien les façons du duc de Bourgogne. Il aimait la simplicité dans les habillements. D'ailleurs, le roi ne semblait pas homme à dépenser ainsi de l'argent en fêtes et réjouissances, hormis la chasse, pour laquelle il n'épargnait rien. Il réservait les finances pour ses affaires et surtout pour gagner des gens qui le servissent bien dans ses volontés. Du reste, il avait besoin de se montrer habile pour sortir de tous les embarras où il semblait empressé de se jeter. Loin d'écouter les conseils du duc Philippe, il changeait tout ce qu'avait fait son père. Il semblait que ce fût pour lui une règle de faire tout le contraire de ceux qui étaient avant lui. Il écarta une grande quantité de gens loyaux et habiles, qu'il eut par la suite et après un peu d'expérience la sagesse de rappeler presque tous. Ce ne fut pas tout.
Le roi accorda abolition entière au duc d'Alençon et lui rendit tous ses biens. Il fit de même grâce pleine et entière au comte d'Armagnac et le reçut avec une publique bienveillance. Bien plus, il entama aussitôt des négociations avec le pape, lui promettant d'abolir la pragmatique sanction que le feu roi avait pris tant de soin d'établir, d'accord avec le clergé de France et qu'il avait toujours défendu contre les entreprises du Saint-Siège. C'était l'évêque d'Arras, ambassadeur de Bourgogne à Rome et légat du pape en France qui conduisait cette négociation à Rome. Le pape l'avait gagné en lui promettant de le faire cardinal. Outre tant de changements, le nouveau roi ne se refusa pas non plus à contenter sa vengeance. Le Parlement commença aussi des poursuites. Tanguy du Châtel se retira en Bretagne. Le peuple n'était pas plus satisfait que les princes et les seigneurs des commencements du nouveau règne. Lorsque le roi avait été sacré à Reims, les gens de la commune étaient venus le supplier de diminuer les tailles, les gabelles et autres impôts. Non pas seulement dans leur ville, mais dans tout le royaume. C'était en effet la coutume des rois d'en agir ainsi à leur avènement, ou du moins de le promettre, afin de gagner le cœur de leurs sujets. Le duc le pressait aussi de donner cette satisfaction à ses peuples, mais le roi Louis n'était pas homme à se laisser conseiller. Il ménageait pourtant beaucoup son oncle de Bourgogne, et lui accordait ou lui faisait espérer que tous les différends qu'il avait eus avec le conseil du feu roi seraient terminés selon son désir. Il montrait surtout la plus grande amitié au comte de Charolais. Avant de partir pour Amboise où était sa mère qu'il n'avait point encore revue, le roi s'en vint à l'hôtel d'Artois faire une visite au duc de Bourgogne. Il était à cheval, le duc était encore à dîner. Il se leva aussitôt, descendit dans la cour comme le roi y entrait et mit un genou en terre. Le roi descendit et entra dans l'hôtel avec le duc. Là, devant toute la foule des seigneurs, il le remercia de tous les biens et honneurs qu'il avait reçus de lui. « Sans vous, dit-il, il est bien possible que je ne fusse pas en vie. » Il ajouta beaucoup d'autres paroles de louange et d'amitié. Le lendemain, le roi partit et le duc alla le conduire hors de la ville avec toute sa suite. Leurs adieux montrèrent tant d'affection et de confiance que chacun en était attendri. 6 jours après, le duc reprit le chemin de ses états. Il s'arrêta un jour à Saint-Denis pour y faire célébrer un service en l'honneur du roi Charles et des autres souverains, ses prédécesseurs, ancêtres de la maison de Bourgogne. Puis il continua sa route par Compiègne et par les domaines du comte de Saint-Paul, qui le reçut et le fêta. Le comte de Charolais était allé en Bourgogne. Il était né dans cette province, mais il n'y était jamais venu depuis son enfance. Son séjour fut de courte durée. Puis il se hâta d'aller rejoindre le roi à Tours. Il y reçut l'accueil le plus honorable. Tous les seigneurs de la cour allèrent au-devant de lui. Le roi descendit dans la cour pour le recevoir. Il logeait dans son hôtel. C'était chaque jour nouvelle preuve d'amitié. Toute cette tendresse n'empêchait pas le roi de conduire les affaires avec sa méfiance accoutumée. Pour les affaires d'Angleterre, il semblait aussi incliné à prendre un parti opposé à celui que favorisait le duc de Bourgogne. La reine Marguerite, chassée par Édouard, fils du duc d'York, qui s'était fait couronner roi, était toujours en Écosse. Parmi les motifs qui divisaient le duc de Bourgogne et son fils, un des principaux était leur diversité d'opinion sur l'Angleterre. Monsieur de Charolais souhaitait hautement la prospérité de la maison de Lancastre, d'où sa mère était sortie. Le duc, plus par politique que par affection, favorisait la maison d'York et s'était hâté de reconnaître Édouard IV. On commença à s'apercevoir bientôt que le roi ne gouvernait point de façon à maintenir le repos aussi bien que son père. À peine avait-il quitté Paris qu'une forte sédition éclata à Reims. Il y eut de pareilles émeutes et de pareils châtiments dans plusieurs autres villes, à Angers, à Alençon, à Aurillac. Le duc de Bourgogne tomba grièvement malade à Bruxelles au mois de février 1462. On désespéra de sa vie. Les médecins regardaient sa mort comme certaine. Son fils, qui était au Quesnoy, accourut en grande hâte. Il ordonna des processions et des prières publiques dans toutes les villes des États de Bourgogne, et le peuple les faisait de grand cœur, tant on craignait de perdre un si digne seigneur. Son fils lui montra une extrême tendresse. Il le veillait jour et nuit et passa 4 jours sans se coucher. Son fils ne le voulait point quitter, et même lorsque pour contenter son père il feignait de s'aller reposer, il était toujours là auprès du lit. La duchesse était sortie de son ermitage de Nieppe et lui donnait tous ses soins. Enfin il en réchappa, sa convalescence fut longue et jamais il ne retrouva toutes ses forces ni sa santé. Le roi venait encore de terminer une affaire de grande importance et qui avait occupé longtemps les conseillers de son père. Par le traité d'Arras, les villes de la Somme avaient été engagées au duc de Bourgogne pour une somme de 400 000 francs, afin de le payer des dommages qu'il pourrait souffrir en se mettant en guerre avec les Anglais. Du moment que le duc concluait à lui seul des trêves avec l'Angleterre, ce gage ne lui était plus nécessaire. Sous le feu roi, le Conseil de France avait prétendu qu'il existait une promesse secrète du duc de Bourgogne, par laquelle il s'engageait à restituer ces villes sans recevoir aucun paiement. Mais on ne produisit pas cette promesse, et l'enquête qui fut faite à ce sujet ne donna pas de preuves suffisantes. Le roi Louis pensa que même en s'acquittant les 400 000 francs, il ferait une chose utile à sa puissance et au royaume. Déjà, il avait traité de ce rachat avec le comte de Charolais.
Le trouvant peu favorable, il lui avait laissé espérer que l'affaire serait différée jusqu'à la mort du duc Philippe. Cependant, le roi avait un autre moyen et plus efficace encore d'en venir à ses fins auprès de la cour de Bourgogne. Il avait de plus en plus mis dans ses intérêts les sires de Croÿ, et surtout Antoine, qui était même son serviteur comme grand maître de France. Il avait confié à lui et au sire de Lannoy son neveu des pouvoirs pour traiter aussi bien pour la France que pour la Bourgogne, avec les ambassadeurs du roi Édouard d'Angleterre et pour conclure une trêve. C'était une sorte de profession d'inimitié contre le comte de Charolais, adversaire public de messieurs de Croÿ. Ce prince venait de se faire encore un autre ennemi puissant auprès de son père. Dès que le comte de Charolais sut que l'on traitait du rachat des villes de la Somme, il envoya à son père le sire d'Humbercourt et le sire de Comté, afin de lui représenter combien il serait dommageable pour la puissance de la maison de Bourgogne de perdre des villes aussi importantes qu'Amiens, Abbeville et Saint-Quentin, et comment l'Artois allait se trouver sans défense. Il ajoutait que les peuples de cette province, se désolant d'une telle pensée, l'avaient conjuré de s'y opposer. D'ailleurs, le comte pensait bien que le prix du rachat serait promptement dissipé par les favoris de son père, tandis que si l'affaire se traitait lorsqu'il aurait recueilli son héritage, cette somme viendrait emplir son trésor. Il écrivit aussi au roi, lui rappelant ses promesses. Le roi n'en continua pas moins à suivre cette affaire. Le duc était vieux, son esprit et sa volonté commençaient à s'affaiblir un peu. Le sire de Croÿ s'était emparé de toute sa confiance. Grâce à lui, la négociation fut bientôt conclue. Afin que rien ne pût la retarder, le roi emprunta aux riches marchands, aux abbayes, aux évêchés. Ne pouvant rassembler 400 000 écus, il prit l'argent des dépôts et consignations, la solde des troupes et les gages des officiers. Lorsque la somme fut complète, maître chevalier, trésorier de France, escorté de 100 lances et de 200 archers, se rendit auprès du comte de, la déposa entre ses mains. Le duc, de son côté, remit les villes de la Somme à la garde du comte d'Étampes. Le roi se mit en route pour Hesdin, où se tenait le duc de Bourgogne, dans le beau château que le duc Jean, son père, y avait fait construire et qu'il avait embelli durant toute sa vie. Il fit, comme on peut croire, grand honneur au roi. Comme il n'était pas encore bien rétabli de sa maladie, le roi lui avait écrit de ne pas se fatiguer à venir au-devant de lui. Il n'alla donc qu'à la porte de la ville. Les deux princes s'embrassèrent puis chevauchèrent à côté l'un de l'autre, parlant familièrement et riant ensemble. Le roi n'était pas plus pompeux en ses vêtements qu'à la coutume. Il portait son gros pourpoint de futaine et son vieux chapeau noir. Il passa près d'un mois avec son oncle de Bourgogne. Son séjour lui servit encore à traiter lui-même avec les ambassadeurs anglais du roi Édouard, qui venaient de conclure à Saint-Omer une trêve avec la France et la Bourgogne. Pendant que le roi se trouvait en si grand crédit auprès du duc de Bourgogne, il voulait encore traiter du rachat des villes de Douai, Lille et Orchy, jadis engagées au comte de Flandre. Cette fois, il ne put rien obtenir. On lui répondit par la concession perpétuelle et héréditaire faite depuis au duc Philippe le Hardi. Le comte de Charolais, qui était pour lors retiré en Hollande, se refusa obstinément aux instances de son père et ne voulut point venir à Hesdin, tant que le comte d'Étampes et le seigneur de Croÿ, ses mortels ennemis, seraient auprès du roi et du duc. Son inimitié avec le roi était maintenant déclarée, et ils ne gardaient plus de ménagement l'un envers l'autre. Le roi avait découvert de secrètes intelligences entre le comte de Charolais et le duc de Bretagne. Des messagers avaient été arrêtés, des lettres saisies. Le Parlement avait pris connaissance des projets formés en Bretagne contre le roi. En reprenant possession des villes de la Somme, il avait tout aussitôt renvoyé de leurs offices les sires de Saveuse, qui étaient dans le parti du comte, et les avait remplacés par des parents et des amis de la famille de Croÿ. Il offrit même au vieux duc de l'aider à remettre son fils dans l'obéissance, mais ce prince avait trop de sagesse pour accepter un tel secours. Ainsi occupé de la prise de possession des villes de la Somme, de ses négociations avec les Anglais et surtout du soin de se conserver, en dépit des efforts du comte de Charolais, toute l'amitié du duc Philippe, le roi passa l'hiver sur les marches de Flandre et de Picardie, à Abbeville, à Arras, à Tournai. Toujours voyageant avec un fort petit train, se logeant de préférence dans de simples maisons de chanoines, d'échevins ou de bourgeois, fuyant les beaux hôtels et les vastes demeures, séjournant même dans les bourgs ou les villages. Il aimait à se familiariser avec gens de tous états, et s'amusait à rire et à se gausser avec eux. Pendant son séjour à Hesdin, le roi avait essayé de détourner le duc Philippe de son entreprise de la croisade. Elle tenait plus que jamais à cœur au bon duc. L'accomplissement de ses promesses lui semblait un devoir auquel il ne pouvait manquer. Naguère encore, durant la cruelle maladie dont il avait pensé mourir, le jour même où était arrivé l'évêque de Ferrare, chargé par le pape de venir lui rappeler son vœu, sa guérison avait commencé, et c'était un nouvel avis du ciel.
Le roi lui représentait comment il était vieux et infirme, comment il ne serait pas sage d'abandonner le gouvernement de ses États, comment il était en discorde avec son fils, comment tout était périlleux et troublé en Angleterre. Il parvint à lui donner enfin quelque hésitation. Le pape en fut informé par l'évêque de Ferrare, et alors il écrivit au duc une lettre bien éloquente comme il savait les écrire mieux que personne. Il n'en fallait pas tant pour rendre au bon duc Philippe la ferme volonté d'accomplir sa pieuse entreprise. Il manda à Bruges tous les chevaliers qui avaient fait vœu avec lui, les principaux seigneurs et gentilshommes de ses États, les prélats et les députés des bonnes villes. Là, il leur déclara son intention d'aller combattre les ennemis de la foi et de partir du port d'Aigues-Mortes au mois de mai prochain. Tous furent avertis de se tenir prêts à partir sur de nouveaux ordres. Le duc avait aussi convoqué les États de Flandre afin de régler le gouvernement pour le temps de son absence. Le comte de Charolais, qui continuait à se tenir en Hollande, écrivait au même moment à tous les membres des États qu'il les priait de se trouver avant le 3 janvier à Anvers afin d'aviser avec eux au moyen de se remettre dans les bonnes grâces de son père dont le courroux lui causait tant de déplaisir. Dès que le duc fut informé de ce que son fils avait écrit aux États, il s'en montra fort troublé et défendit à tous de se rendre à l'invitation qu'ils avaient reçue. Mais il était trop tard, déjà quelques-uns des députés étaient auprès du comte. Cependant, au jour désigné, l'assemblée des États fut ouverte à Bruges. Après que l'évêque de Tournai les eut remerciés de leur diligence à se rendre aux ordres de leur seigneur, il leur parla du chagrin que lui donnait la conduite de son fils. Le duc prit alors la parole. « Oui, dit-il, ce qui m'afflige, c'est que mon fils se laisse gouverner par des gens que je n'aime point et qui l'empêchent d'obéir à ma volonté. Au reste, vous allez entendre ce qu'il a écrit et les plaintes qu'il fait. » Un secrétaire fit lecture du papier que lui remit le duc. Le comte de Charolais s'excusait d'abord humblement de ne s'être point rendu auprès de son père, malgré le commandement express qu'il en avait reçu. Mais son intention était, disait-il, de ne pas venir, tant qu'il y trouverait ceux qui avaient voulu l'empoisonner et qui avaient résolu sa mort. Le duc n'avait d'autre reproche à lui faire que de ne point aimer le sire de Croÿ, et certes, il avait moins que jamais cause de l'aimer, puisqu'il venait encore de procurer le rachat des villes de la Somme. Après cette lecture, le duc ajouta qu'il ne pouvait qu'à présent déclarer ses intentions, mais que bientôt il assemblerait encore ses États pour leur faire connaître ce qu'il jugerait à propos de faire. Après avoir conféré une heure, les députés revinrent auprès de M. de Charolais. Le comte les écouta doucement et se résolut à suivre leurs bons avis. 3 jours après, il partit pour Bruges, accompagné d'un grand et noble cortège. Son père envoya le bâtard de Bourgogne, une foule d'autres seigneurs et les magistrats de la ville. Le sire de Croÿ s'était éloigné et était allé trouver le roi de France à Tournai. M. de Charolais monta vers la chambre de son père, mit par 3 fois les genoux en terre. « Mon très redouté seigneur et père, dit-il, j'ai appris que vous étiez mécontent de moi. Si je vous ai aucunement troublé ou courroucé, je vous en crie merci. »« De toutes vos excuses, répondit le duc. Je sais bien ce qui en est. Mais, puisque vous êtes venu à merci, soyez mon bon fils, et je vous serai bon père. » Puis il lui prit la main et lui pardonna tout. De là, le duc s'en vint à Lille retrouver le roi, qui n'avait pas quitté les marches de Flandre. Ils parlèrent encore de la croisade et le roi recommença ses instances pour en détourner le duc. Pour y mieux réussir, il lui promit que s'il voulait remettre son départ jusqu'au moment où l'on serait en paix avec l'Angleterre, il lui donnerait une armée de 10 000 combattants. De la sorte, il décida le duc à différer d'1 année. Seulement, pour ne point manquer aux promesses qu'il avait faites au pape, il résolut de faire partir tout aussitôt une armée de 2000 hommes sous les ordres d'Antoine, bâtard de Bourgogne. Ce dessein fut déclaré aux États à Bruges et le duc renouvela en leur présence le vœu d'être sur les marches de Turquie à la Saint-Jean 1465. Il y avait tant de bonne volonté contre les infidèles que les excuses du duc ne parurent pas suffisantes à beaucoup de gens. On disait que le démon s'était servi du roi Louis pour dissuader son oncle de Bourgogne de ce saint voyage et pour le faire manquer à son honneur. Quant aux seigneurs et aux chevaliers du vœu du faisant, ils étaient bien contents que le duc dispensât eux et lui de ce saint engagement. Mais les jeunes gens ne demandaient qu'à partir pour aller chercher les aventures. Beaucoup d'entre eux prirent joyeusement la croix et s'embarquèrent à l'écluse avec Antoine et Baudouin, bâtard de Bourgogne, le sire Simon de Lalaing et d'autres vaillants chevaliers. En outre, une foule de gens s'en allaient par troupes, sans armes, sans argent, sans capitaine, se dirigeant vers l'Italie afin de se mettre dans l'armée du pape. Mais ce qui en ce moment occupait le roi plus que toute autre affaire, c'était sa querelle avec le duc de Bretagne.
Avant son voyage de Flandre, il avait nommé plusieurs commissaires pour régler d'accord avec eux qu'enverrait le duc de Bretagne les différends qui devenaient toujours plus âpres et plus nombreux. Le roi voyait surtout avec chagrin que, le duc de Bourgogne étant redevenu vassal depuis la mort du feu roi, le duc de Bretagne se regardait encore comme libre de l'hommage-lige. Tout s'aigrissait chaque jour davantage. Le vieux duc d'Orléans se rendit en Bretagne et sa médiation ne fut pas acceptée. Pour une entrevue avec le duc de Bretagne en personne, il n'y fallait pas songer. De son côté, le duc de Bretagne se plaignait vivement. Il disait que le roi répandait l'esprit de désobéissance parmi ses barons, les prenait à son service, les mariait en France, se les attachait par tous moyens, et même exigeait d'eux des sentiments sans réserve de l'obéissance due à leur seigneur. Tout montrait donc au duc de Bretagne la mauvaise volonté et les desseins ambitieux du roi. On rapportait, comme à la coutume, beaucoup de propos de lui. Il avait dit, assurait-on, qu'un duc de Bretagne n'avait pas encore le bras si puissant qu'un duc de Bourgogne, qui pourtant n'était plus qu'un humble sujet, et qu'il saurait bien mettre en servage les 2 ou 3 grands seigneurs de France, dût-il appeler les Anglais à son aide. En effet, si la Bretagne négociait avec l'Angleterre, le roi de France n'en faisait pas moins. C'était seulement au moyen du duc Philippe que le roi pouvait conclure un traité avec les Anglais. Aussi le ménageait-il toujours beaucoup. Après être venu jusqu'à Chartres pour s'occuper des affaires de Bretagne, il fit demander une nouvelle entrevue au duc, et vint encore le trouver à Hesdin, au mois de juillet 1464. Cette fois, sa suite était nombreuse. On se divertissait beaucoup, et durant que la jeunesse dansait, le roi et son oncle de Bourgogne, retirés à l'écart, tantôt dévisaient tout à loisir d'affaires sérieuses, tantôt tenaient de joyeux propos. Le duc, qui maintenant avait rendu sa tendresse au comte de Charolais, essaya de le réconcilier avec le roi. Ce fut chose impossible. Le roi était trop irrité. Il répondit qu'il y avait secrète alliance entre le comte et le duc de Bretagne. Le duc avait aussi quelques plaintes à porter. Le roi avait exigé de plusieurs seigneurs vassaux, à la fois en France et dans les États de Bourgogne, serment de ne jamais servir d'autres que lui, tandis que leur devoir de fief était seulement de ne jamais servir contre lui. Un autre grief plus considérable, c'était la conduite des Liégeois, qui ne s'étaient jamais montrés plus rebelles à leur évêque ni plus ennemis de la Bourgogne que depuis le moment où le roi leur avait accordé sa protection. Ils commettaient sans cesse des voies de fait, prenaient les armes et levaient leurs bannières. Enfin, il y avait encore des articles du traité d'Arras qui n'étaient pas exécutés. Entre autres, la fondation des chapelles pour l'expiation du meurtre de Montereau. À cet égard, le roi promit tout ce que voulut le duc. Il ne s'expliqua point sur le serment des seigneurs. Quant aux Liégeois, il leur envoya son prévôt, qui, dans le temps du feu roi, était déjà venu les encourager à ne point obéir au duc et nouer avec eux de secrètes intelligences. Ce prévôt passait pour n'avoir jamais été favorable aux Bourguignons, et le choix d'un tel envoyé sembla peu loyal. Les Liégeois quittèrent les armes, mais continuèrent à braver leur évêque et le duc par leurs discours téméraires. En ce moment, rien ne préoccupait le duc et ses conseillers autant que les nouvelles de la croisade et du bâtard de Bourgogne. La flotte, après avoir été dispersée par la tempête, avait cependant fini par être rassemblée tout entière dans le port de Marseille. Là, les chefs attendaient les ordres du pape. Pendant ce temps, les apprêts de cette sainte entreprise étaient en grande confusion en Italie. Les croisés y arrivaient en foule, mais il n'y avait pas de vaisseau pour les embarquer. Les Vénitiens qui en avaient promis ne voulaient les fournir que moyennant de fortes sommes, et semblaient, disait-on, ne chercher en tout cela que leur profit. Ils empêchaient même toutes ces troupes de pèlerins armés de traverser leurs États, aussi murmurait-on beaucoup contre eux. Mais les hommes sages qui les gouvernaient donnaient des réponses bien raisonnables. À quoi bon, disait-il, embarquer toute cette multitude mal équipée, sans armes, sans connaissance de la guerre, sans chef, sans argent? Elle serait la dérision des infidèles, et ne pourrait pas même paraître en bataille devant eux. Il n'en adviendrait que honte et accroissement de péril pour la chrétienté. Il ne suffit pas de mettre une croix sur sa poitrine pour devenir un vaillant défenseur de la foi. C'était à Ancône que le pape avait donné rendez-vous aux croisés. Ils y arrivaient et ne trouvant là ni vaisseau, ni vivres, ni paix, ni secours d'aucune sorte, ils s'emportaient en violents murmures.
Le Saint-Père, qui avait mis ainsi toute la chrétienté en mouvement, s'était laissé emporter à son zèle pieux, se fiant trop à la Providence. Tout lui manquait à la fois. Les croisés, voyant qu'il n'avait à leur donner que des indulgences et non du pain, voulaient s'en retourner. À peine ce saint pontife qui, vieux et malade, s'en allait comme un saint martyr dans une si périlleuse entreprise, pouvait-il les retenir par ses instances. La famine et les maladies ravageaient toute cette foule, diminuée chaque jour par les désertions. À Marseille, les Bourguignons n'étaient pas en meilleure situation. L'épidémie s'était aussi mise parmi eux, et les plus vaillants chevaliers mouraient, non point les armes à la main, combattant les infidèles, mais tristement, loin de leur pays et de leur famille, sans que leur trépas profitât en rien à leur honneur ni à la foi chrétienne. La saison s'avançait, la mer devenait d'une navigation moins facile. L'argent que le duc avait donné pour cette entreprise était dépensé, et le bâtard ne savait plus comment fournir aux besoins de ses gens. Le pape ne donnait aucun commandement, ne faisait point savoir sa volonté. La flotte aurait pu s'en aller secourir ou le roi de Chypre ou le roi de Portugal qui faisait la guerre sur les côtes de la barbarie, mais le bâtard n'aurait pas osé s'écarter de la volonté de son père et ne devait rien résoudre que l'accord avec le pape. Il envoya message sur message pour apprendre ces tristes nouvelles au duc de Bourgogne, lui demander un secours d'argent et s'enquérir de ses intentions. Tout cela n'ébranlait point la volonté du vieux duc. Il avait fait un vœu, le pape lui commandait de l'accomplir. L'honneur et la foi chrétienne ne lui permettaient point d'y manquer. Sur cela, il n'écoutait nul conseil. Au milieu du chagrin et du trouble que cette affaire répandait autour de lui, on apprit que le saint pape Pie II venait de mourir à Ancône le 14 août 1464. La douleur et le tourment de voir la croisade si mal réussir avaient abrégé sa vie. Le jour même qu'il mourut, on annonça que les Vénitiens lui envoyaient enfin 12 galères. Il se fit porter sur le rivage pour les voir entrer dans le port. « Ah, dit-il, jusqu'ici les navires m'avaient manqué. Maintenant, c'est moi qui vais manquer aux navires. » Puis il appela les cardinaux, leur donna le baiser de paix et leur demanda de prier pour lui. Peu d'heures après, il mourut. Lorsque de nouveaux messagers du bâtard eurent apporté cette nouvelle au duc, il se trouva dans une grande perplexité. Le vénérable chef de l'entreprise, celui qui avait reçu ses promesses, ne vivait plus. Se regarderait-il comme dégagé ou persisterait-il dans son dessein ? L'honneur et la conscience lui permettaient-ils de manquer au service de Dieu, de reculer devant un voyage qui ne serait peut-être qu'une affaire de 6 mois ? Serait-il arrêté par une dépense de 100 000 florins ? D'autre part, cet argent qu'il faudrait tirer de ses sujets serait sans doute dépensé en pure perte. Ces braves chevaliers qu'il emmènerait avec lui périraient peut-être sans pouvoir venger la vraie religion et feraient ensuite grande faute pour défendre ses états. Déjà beaucoup étaient morts de la peste à Marseille. Puis le bon duc songeait que cela n'était pas à plaindre, qu'ils avaient offert à Dieu le sacrifice de leur vie et que lui-même n'avait pas un désir plus ardent que de finir chrétiennement comme eux. Dans ce tourment d'esprit, le duc assembla son conseil et mit l'affaire en délibération. L'évêque de Tournai fut d'avis que rien ne devait détourner le duc de l'accomplissement de son vœu, qu'il n'y avait pas à considérer s'il perdrait ou gagnerait de l'argent, s'il en ramènerait ses hommes ou s'il les laisserait, que s'il manquait à une telle promesse, on ne se fierait plus à sa parole et que son honneur en serait flétri par tout le monde et dans tous les siècles. Enfin, il parla comme aurait pu faire le saint pape qui venait de mourir. Les chevaliers et conseillers laïcs trouvèrent une telle remontrance aigre et absolue. Ils disaient entre eux qu'il était facile à un prêtre qui ne connaissait pas de telles affaires de parler ainsi, que tous ces grands théologiens et ces dévots n'entendaient rien aux choses de ce monde, qu'ils raisonnaient d'une façon étroite, sans regarder aux circonstances, aux possibilités, ni aux convenances humaines. De tels conseillers, disait-on, ne sont point profitables dans les conseils des princes. Leurs jugements se forment toujours en l'air, parce qu'ils n'ont pas pied sur la terre. Ils n'ont point la pratique ni le maniement des publiques nécessités, et pourtant il n'y a nulle loi divine qui ne soit contraint d'y céder et de s'y plier. Enfin, il fut décidé que l'armée et l'artillerie seraient amenées à Avignon et y attendraient de nouveaux ordres. Le duc prétendait bien y aller lui-même au mois de mars. Néanmoins, personne ne croyait la chose possible, et chacun se réjouissait de la détermination qu'on avait prise. Elle changea bientôt après. Le bâtard ayant écrit à son père qu'il avait reçu du nouveau pape l'ordre de se rendre à Venise, il lui fit mander d'obéir. Toutefois, il n'en fut rien. Les Vénitiens et le pape ne se mirent point d'accord sur les préparatifs de la croisade. Et peu de mois après, l'armée des Bourguignons n'eut d'autre parti à prendre que de revenir par terre.
Le roi attendait le moment où il devait encore venir trouver le duc à Édin, afin de conclure avec les Anglais ce traité qui semblait l'occuper uniquement. En même temps, il fortifiait ses villes sur les marches de la Bretagne, et il y plaçait des garnisons. Il rappelait les belles ordonnances de son père sur les compagnies de gens de guerre. En un mot, il semblait se préparer à une guerre. Le duc de Bretagne se croyait surtout menacé par tous ses apprêts. Il cherchait aussi à prendre ses précautions et envoyer des messagers en Angleterre, soit pour tenter une alliance, soit pour contrecarrer les projets du roi et augmenter la méfiance naturelle qu'il inspirait. L'ambassade que le roi venait d'envoyer avait allumé les esprits contre le sire de Croÿ plus encore qu'auparavant. On lui a imputé d'avoir conseillé au roi tout ce qui venait de se faire et de se dire. On assurait que les ambassadeurs s'étaient comportés entièrement d'après son avis. La présence du comte de Charolais, de ses serviteurs et de ses partisans à la cour de Bourgogne n'augmentait pas peu cette rumeur. D'ailleurs, il n'y avait, disait-on, rien de si orgueilleux et de si absolu que tous ces Croÿ. Jamais simple gentilhomme n'avait fait si rapidement une si haute fortune. Richesse, pouvoir, seigneurie, tous s'amassaient dans leur maison. Ils étaient maintenant unis par alliance avec les maisons de Luxembourg, de Lorraine et de Bavière, et semblaient se regarder comme des princes ou plus que des princes. Leur face dépassait toute croyance. C'était un train infini de serviteurs, de parents et d'amis qui leur formaient comme une cour. Le plus exigeant, le plus âpre dans sa convoitise d'argent et de pouvoir, le plus dur dans son langage, le plus fier de tous les Croÿ, c'était Philippe, premier chambellan du duc. Cette grandeur dont il avait joui dès sa jeunesse, sans même avoir la peine de la gagner par son mérite, comme avaient fait son père et son oncle, l'avait enivré de présomption. Il était déplaisant et même odieux à tous. C'était lui qui, du temps qu'il portait le nom de sire de Sampie, avait commencé les querelles entre le duc et son fils par sa concurrence avec le sire d'Emery, fils du chancelier de Bourgogne, lorsque tous les deux, en leur première jeunesse, étaient chambellans de monsieur de Charolais. Le comte de Charolais ne pouvait voir sans chagrin et sans alarme son père tomber en de telles mains. Il craignait que toute la puissance de Bourgogne ne fût ainsi vendue au roi et que son héritage ne fût partagé. Il lui semblait surtout important de ne pas être éloigné au moment où le duc Philippe viendrait à mourir. Le duc désirait aussi garder son fils auprès de lui. Il avait pour lui une tendresse paternelle, mais ne voulait point le laisser gouverner. Il lui aurait déplu d'être tenu en tutelle et traité comme un vieillard sans raison et sans volonté. Il fit un grand accueil à monsieur de Charolais, surtout en public. Un jour, monsieur de Charolais vint trouver le duc dans son oratoire et commença à lui confier tous ses chagrins, à lui exposer en grande franchise et tendresse toute l'amertume de sa vie, à se plaindre des soupçons qu'on avait contre lui, de l'éloignement où il était tenu. Peu à peu, en racontant sa tristesse, il s'attendrit et les larmes lui vinrent aux yeux. Le bon duc, voyant son fils en cet état, s'émut aussi et s'efforça de le calmer, de le consoler, en l'assurant de son amitié. « Charles, lui dit-il, vous êtes mon seul fils, et j'ai pour vous le cœur d'un père. Ceux qui sont alentour de moi ne sont que mes serviteurs, ils me sont étrangers. Vous, vous êtes ma chair et mon sang. Si tel ou tel vous déplaise et vous contrarie, s'ils vous haïssent et machinent contre vous, croyez que j'en ai le cœur blessé. Mais considérez combien la fortune des princes et des royaumes est variable. Il faut mener les affaires doucement, avec prudence, mesure et patience. Il faut savoir dissimuler bien des choses pour arriver glorieusement à ses fins. Je suis aujourd'hui sur mes vieux jours, j'ai pris mon pli. Toujours j'ai maintenu la paix en ma maison, j'en ai chassé la discorde, et j'y ai étouffé les cabales, éteint les scandales. Quand il y a eu deux partis, j'ai écouté l'un comme l'autre, sans croire rien légèrement et sans renvoyer de mon service les gens de bien, encore que je leur ai su des torts. Je voudrais que vous en fissiez autant, Charles, pour l'amour de moi et aussi pour votre avantage. Voyez au moment présent dans quel train s'est mis le roi, et s'il n'importe pas d'aller avec un grand sens, de ne rien précipiter, de ne faire aucun esclandre. En de telles affaires, il me faut des gens sages et nuls en portement. Je vous ai écouté avec miséricorde, mais je ne puis vous croire, et il m'est amer d'entendre imputer tant de blâme à ceux que je n'ai jamais trouvés en faute. Sans l'amitié qui doit être entre nous, à peine pourrais-je croire que vous pensez sincèrement ce que vous dites. Croyez, Charles, que vos ennemis sont les miens, qu'on ne fera rien contre vous sans m'offenser, et que si vous voulez être ici et demeurer avec moi, je vous serai bon père, autant que vous me serez bon fils. Monsieur de Charolais fut touché d'un si aimable langage, et se sentit tout réconforté. Il promit humblement d'être toujours rempli de modération et d'obéissance, continuant pourtant à maintenir d'un ton plus doux, mais avec la même persuasion, que les Croÿ travaillaient à ruiner la maison de Bourgogne. Dans de telles circonstances, plusieurs hommes sages et fidèles serviteurs s'entremirent pour réconcilier le comte de Charolais et le sire de Croÿ, mais ce fut chose impossible.
Il y avait d'une part trop d'orgueil, de l'autre une volonté trop absolue et trop emportée. Le sire de Croÿ n'entendait point qu'on lui remontrât comment il était trop altier, trop fastueux, comment il étalait trop sa richesse et montrait trop son pouvoir. Le comte de Charolais, de son côté, ne voulait avoir nul égard pour des gens si importants qui conduisaient de si grandes affaires et avaient rendu tant de services à son père. Monsieur de Charolais voulait que les Croÿ renonçassent aux pensions et aux offices qu'ils avaient en France et à l'amitié du roi. Le sire de Croÿ, qui ne cachait rien de ses méfiances, ne voulait point abandonner ce qu'il regardait comme le fondement de sa fortune et le garant de sa sûreté après la mort du duc. En effet, la santé du duc Philippe semblait s'affaiblir de jour en jour. Il était venu de Lille à Bruxelles et au mois de mars, il tomba si gravement malade qu'on crut qu'il allait mourir. Le comte de Charolais prit alors toutes ses mesures. Il avait avec lui ses principaux partisans et une multitude de nobles et de chevaliers. Le sire de Croÿ était absent. Les ordres furent envoyés dans les villes et pays dont les Croÿ étaient gouverneurs, Luxembourg, Namur, Boulogne, pour recevoir de nouveaux capitaines. Comme 2 ou 3 jours après, le duc recouvra quelque santé et qu'on vit qu'il en pourrait revenir, monsieur de Charolais, profitant de sa faiblesse, le fit consentir à lui confier tout le gouvernement de ses États. Dès le lendemain, il fit assembler le conseil et le duc révoqua ce qu'il avait réglé la veille. Pour lors, le comte de Charolais éclata. Il réunit tous ses partisans, déclara qu'il tenait le sire de Croÿ, ses parents et ses alliés pour ennemis de lui et de l'État, et fit publier et envoyer des lettres à toutes les bonnes villes pour exposer les causes de sa conduite. Après 1 mois environ de conseils et de pourparlers, et tandis que les seigneurs de Croÿ, réfugiés en France, s'armaient de concert, on parvint à réconcilier le duc avec son fils. Ce fut à la suite d'un beau sermon, où le prédicateur s'était efforcé d'émouvoir la tendresse et la miséricorde du duc Philippe, que les chevaliers de la Toison d'Or lui amenèrent son fils. « Mon très redouté père, dit-il, en se jetant à genoux, en l'honneur de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, si j'ai méfait envers vous, je vous prie de me pardonner. Ce que j'ai fait, c'est pour me préserver de la mort et pour sauver vous et vos sujets. » Le vieux duc tenait son fils par le bras et avait les yeux fixés sur lui. Enfin, il lui dit « Mon fils, je vous pardonne. » Et en prononçant ces paroles, il se mit à pleurer, ce qui attendrit toute l'assemblée. De ce moment, son règne fut fini et tout le gouvernement tomba aux mains du comte de Charolais. C'était pour commencer de grandes affaires et pour jeter la Bourgogne et la France dans un trouble et une calamité qu'elles avaient oublié depuis longtemps que M. de Charolais se montrait si pressé d'être le maître. Il voulait mettre en exécution les résolutions qu'il avait prises et l'entreprise pour laquelle il préparait tout depuis plusieurs mois. Le roi, aussitôt après le retour de ses ambassadeurs, avait bien vu ce qui le menaçait. L'amitié et l'appui du duc de Bourgogne venant à lui manquer, rien ne pouvait plus le préserver de la haine qu'il avait excitée parmi tous les princes. Le duc de Bretagne était devenu son mortel ennemi. Il avait sacrifié les intérêts de la maison d'Anjou en Italie. Le duc de Bourbon, neveu du duc Philippe, était plus bourguignon que français. En outre, les façons du roi, ses discours absolus et railleurs, son penchant à s'entourer de gens de bas étage, donnaient un continuel sujet de murmure aux grands seigneurs et à la noblesse. Par ses promesses, par son argent, par la subtilité de son esprit, par l'adresse de son langage, il s'était fait une quantité de serviteurs de toutes conditions, que l'on savait prêt à lui obéir en tout, à exécuter ses volontés sans ménager personne, et à ne connaître ni bien ni mal, ni juste ni injuste, lorsqu'il s'agissait d'accomplir un commandement du roi. C'était un grand motif de crainte et de méfiance. Chacun tremblait pour soi et se trouvait contraint de ménager humblement des gens de rien, qu'au fond on détestait et méprisait. Les bonnes villes et la bourgeoisie n'étaient pas en meilleure affection pour le roi. Il avait augmenté les impôts sans assembler les États et sans se soucier des vieilles libertés du royaume. Son père en avait fait autant, mais il avait été mieux excusé aux yeux des peuples par la nécessité de remédier au désordre des gens de guerre et de former des compagnies d'ordonnance. Maintenant, on voyait moins que jamais où passait l'argent des taxes et subsides. Voilà en quel état le roi Louis avait mis dans l'espace de moins de 4 années un royaume que son père lui avait laissé tranquille, heureux, obéissant, respecté des pays voisins, ne leur inspirant nulle méfiance, se reposant sur l'autorité royale et sur la concorde des princes, dont les jalousies avaient enfin été apaisées par la force, la justice et la douceur. Le roi, jugeant le danger, se mit en peine de le prévenir. Il assembla à Tours les princes de son royaume. Le motif du roi pour convoquer cette assemblée était d'exposer ses griefs contre le duc de Bretagne. Après avoir fait expliquer la conduite du duc de Bretagne, le roi vint lui-même à l'assemblée et prit la parole. Il parla longtemps avec une force et une vivacité qui émurent beaucoup tous les assistants, racontant les misères de toute sa vie, ce qu'il avait eu à endurer dans sa jeunesse, la haine des conseillers de son père, son exil en Dauphiné, sa fuite hors du royaume, la grande reconnaissance qu'il devait au duc de Bourgogne, auquel il donna de belles louanges. Puis il passa à la situation pauvre et déplorable où, disait-il, il avait trouvé le royaume et à ses efforts pour y remédier. Ce n'était chose possible,
ajoutait-il, qu'avec l'amour et la fidélité des princes de son sang et des autres seigneurs. Ils étaient les piliers de l'État. Sans leur aide, un homme seul ne pouvait supporter le fardeau d'une couronne. Un roi sans le cœur de ses peuples était peu de choses. Passant au duc de Bretagne, il parla des torts de ce prince, mais sans emportement, avec de grands égards. « J'aurai conquis toute sa terre, dit-il, et je la tiendrai en main jusqu'au dernier château que s'il voulait venir à miséricorde, je me comporterai de telle façon que chacun connaîtrait que je ne veux pas détruire la noble maison de Bretagne. Je ne demande que raison et justice. » Le roi René se chargea de répondre pour les princes. « Vous êtes notre roi, dit-il, notre souverain seigneur. Nous n'en connaissons point d'autre. Nous sommes vos très humbles sujets et serviteurs. Nous vous remercions des bonnes, gracieuses et honnêtes paroles que vous venez de nous dire. Je vous dis de partout, nos seigneurs qui sont ici, que nous vous servirons envers et contre tous, comme il vous plaira nous l'ordonner et commander. » Les autres princes l'avouèrent de ce qu'il venait de dire et assurèrent le roi qu'il voulait vivre et mourir pour lui. Il les remercia, mais refusa l'offre que le roi René venait de faire d'aller tous trouver le duc de Bretagne. Seulement il pria chacun des princes de faire savoir en particulier au duc ce qu'il pensait de sa conduite. Alors le duc d'Orléans entreprit d'excuser son neveu le duc de Bretagne, mais le roi qui jusqu'alors s'était contenu s'emporta si vivement, traita avec tant de dureté ce vieux et vénérable prince qu'il rentra chez lui tout troublé et mourut 3 jours après. Le roi recommença alors ses négociations avec le duc de Bretagne. Il envoya des commissaires pour veiller à l'exécution de la sentence rendue l'année d'auparavant et que l'Assemblée des princes venait d'approuver. De riches présents furent distribués aux serviteurs du duc de Bretagne, mais il était trop tard. Le mécontentement des princes et des grands seigneurs ne pouvait plus se contenir. Dès longtemps, ils étaient en secrète intelligence et s'adressaient les uns aux autres des messages par des serviteurs de confiance. Le retour du comte de Charolais à la cour de son père avait été le vrai signal des entreprises qui allaient se former contre le roi. Déjà, le duc de Bourbon était venu à Lille avant de se rendre à l'Assemblée de Tours et s'était engagé avec son cousin de Charolais. Enfin, vers la fin de décembre, il y eut à Notre-Dame de Paris une réunion des envoyés de tous les princes et principaux seigneurs qui apportèrent le consentement scellé de chacun d'eux à une ligue formée pour le bien public du royaume. Le chef principal devait être, du moins en apparence, le jeune frère du roi, Charles, duc de Berry. Mais tout était encore secret. Les envoyés se reconnurent les uns les autres à une aiguillette de soie rouge. Quelle que fût l'habileté du roi à tout savoir, il ignora ce qui se passait. Plus de 500 personnes étaient pourtant dans la confidence, et même plusieurs dames et demoiselles. Rien n'éclatait encore en Flandre, où le vieux duc Philippe ignorait de tels projets qui, sans doute, lui eussent déplu. Le duc d'Alençon, les anciens serviteurs du roi Charles qui vivaient dans la disgrâce du roi, s'étaient réfugiés à la cour de Bretagne. Ce prince envoya successivement au roi 2 ambassades dont le langage fut plein de hauteur et de fermeté et qui ne dissimulait rien des justes griefs du duc. Le roi continua à écouter sans emportement les vives remontrances qui lui étaient faites. On lui écrivit de Poitiers en toute hâte que son frère, le duc de Berry, s'était enfui secrètement pour aller rejoindre l'ambassadeur de Bretagne qui l'attendait à 4 lieues de là et qui avait conduit toute cette affaire. C'était précisément dans la même semaine que le duc Philippe tombait dangereusement malade et que le comte de Charolais s'empare du gouvernement des États de Bourgogne. Tout commença pour lors à se manifester et le roi s'aperçut à quelle ligue puissante il allait avoir affaire. Le duc Jean de Calabre, fils du roi René, le duc de Bourbon, le duc de Nemours, le comte d'Armagnac, le sire d'Albret, le comte de Dunois et beaucoup d'autres seigneurs avaient signé l'alliance avec le comte de Charolais et le duc de Bretagne. Le frère du roi se mettait à leur tête. Les meilleurs capitaines du royaume se joignaient à eux. Le royaume allait se retrouver plus divisé, plus malheureux que jamais. On prévoyait les plus grandes calamités. Chacun s'épouvantait de